Ouais. Hello my dear Rusty, what's up? Hello world, what's up, dude? What's up? Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer les pouces bleus, ça nous fait énormément plaisir. Mais là, on va commencer, on va s'intéresser. C'est un épisode pas du podcast, mais actu en sueur, parce que c'est vrai que là, on va pas s'intéresser à un sujet particulier. C'est pour ça d'ailleurs. Les gens posent souvent la question, mais pourquoi il y a un générique différent? En gros, actu en sueur, on balaye un petit peu tout ce qui se passe sur la planète MMA et puis même striking globalement, alors que Mais des podcast, balayettes, ok. exactement, c'est un sujet en particulier. Donc là, on va voir un petit peu tout ce qui se passe en ce moment dans le monde du MMA. Et on va bien évidemment commencer avec Dana, qui fait un petit peu le forceur avec notre cher Khabib Nurmagomedov. D'habitude, Dana White dit, et elle l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle, quand quelqu'un commence à penser à la retraite, bah, il est probablement mieux pour lui qu'il s'arrête définitivement. Mais là, Khabib, donc, qui a pris sa retraite, qui est tranquille hein, maintenant désormais en tant que coach, plus à gérer tous ses business, sa propre organisation. Dana White l'a quand même dit. Il a son truc de téléphonie aussi, je crois. Oui, exactement. Eagles Mobile. Exact, c'est ça. Il a les mains dans tous les business. Exactement. et Dana White, là, a dit, je vais essayer de le press hazard as I can. Donc, lui... comment Je vais essayer de le presser aussi fort que je peux, oui, de lui mettre la pression. Exactement. Bref, essayer de l'influencer aussi fortement que possible pour que Khabib puisse revenir. Bien évidemment, Khabib a énormément de valeur et il a promis à sa mère de ne pas revenir. Mais d'un autre côté, comme l'a dit Dana White, le père de Khabib Nurmagomedov, feu Abdulmanap, voulait que son fils atteigne les 30-0. Et c'est là-dessus que Dana White va jouer, bien évidemment, parce que pour lui, il veut que Khabib combatte encore 10 ans, mais il dit pour l'instant, j'ai envie qu'il revienne pour un combat de plus. Là, en tête, il parle plus du tout de Georges Saint-Pierre, Dana White. Il parle de Conor McGregor parce que c'est le plus lucratif et le plus simple à faire aussi sportivement pour l'UFC. Mais là, la question, c'est finalement, moi, c'est vraiment une question financière, je pense, qui pourrait faire la différence. Ouais, après, si on enfile, comment dire, nos vêtements d'avocat, je ne sais plus comment ça s'appelle, les robes d'avocat, si on enfile notre robe d'avocat, ben, au niveau sémantique, il n'a pas tort, Dana White, parce que il dit, quand un combattant commence à penser à la retraite, il vaut mieux le pousser vers la sortie, mais on pourrait dire que Khabib n'y pense pas, puisqu'il est déjà à la retraite. Donc, en fait, c'est bon, tu peux essayer de le convaincre. Exactement. Mais bon, voilà, ça, c'était... c'était la petite minute philosophique. Bah, la petite minute, la minute sémantique, surtout en mode si vraiment on veut le prendre au mot, il n'a pas tort. Mais en tout cas, c'est sûr. Enfin, ce qui est sûr, c'est que voilà, comme quoi, difficile de juger Dana White en fait, parce que n'importe quel businessman à ce niveau-là, en fait, tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre et puis tu modifies ton discours en fonction des opportunités qui se présentent. Et donc, bon, bah, clairement, là, voilà, il fallait trouver un petit moyen de drifter autour du pot pour faire revenir Khabib et convaincre les fans que c'est la bonne chose à faire. Mais oui, il va le presser aussi dur que c'est sûr. Parce qu'en fait, après, pour sa défense, je pense que depuis le début, donc depuis que Khabib a combattu Justin Gaethje, je pense qu'il y a un truc que et Dana White et Khabib ne veulent pas dire publiquement, mais il y a un pacte qui a été fait en mode attendez avant de m'enlever le titre, tu vois. Parce que quoi qu'en dise Khabib en mode ouais, je sais pas pourquoi il ne l'enlève pas, peut-être qu'il. D'ailleurs, je sais même pas s'il l'a dit ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours Khabib le champion. La ceinture, elle n'a pas été remise en jeu. Donc, il y a forcément un truc depuis le début que et Khabib et Dana White savent et qu'ils ne libèrent pas au public, tu vois. Ça, je sais pas, je pense pas. Moi, je pense que c'est vraiment aussi le côté Dana White pense que Khabib va revenir en fait pour un autre combat. Et même aussi, j'ajoute à ça le fait qu'Ali Abdelaziz aille aussi dans ce sens. Et c'est peut-être ça le plus troublant, tu vois. Oui, c'est pour ça. De dire que le manager de Khabib, lui aussi, sème un petit peu le doute avec le fameux 30-0. Et je pense que du coup, t'as aucun intérêt potentiel, tu vois, sans avoir d'accord avec Khabib, dans le sens où tu te dis, bah, on va entrer en négociation avec un mec qui est peut-être aujourd'hui la deuxième plus grosse superstar du sport. On va éviter de le froisser en retirant son titre façon Henri Cerudo, où en gros, le mec, à peine a-t-il prononcé le mot retraite, que ça y est, c'est terminé. Dana White, il est déjà bon, bah ok, on va organiser le combat, on va organiser le combat entre Yann et José Aldo, parfait. Ah non, mais c'était une technique de négociation. Non, au revoir, merci. Non, mais par contre, c'est fini là. L'heure tourne, donc t'es en retard déjà. Tu perds déjà du temps, comme dirait Marius. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que
Et Ali Abdelaziz, depuis le début, pareil, quelques jours après, ou peut-être 1 ou 2 semaines après, je ne sais plus, est en mode 30-0, les gars. Le fait que Dana White, l'UFC, ne retire pas la ceinture, il y a un truc qui se sait depuis le début. Je ne pense pas que ce soit juste l'UFC qui ne veut pas froisser Khabib. Parce que si Khabib avait été voir Dana White en personne, il lui avait demandé, tu sais, mais derrière les rideaux, pas forcément en public, parce que c'est jamais la même chose. Mais si Khabib avait été voir Dana White derrière les rideaux et puis qu'il lui avait dit, bon, bah voilà, c'était pas le coup de l'émotion et je voudrais voilà, que tu dises que je suis le meilleur pound for pound, ce qui a été fait, et que tu me retires la ceinture, ou en tout cas, voilà, tu peux retirer la ceinture parce que je ne reviendrai pas. Si ces mots-là avaient été échangés, j'ai du mal à croire que Dana White, tout seul, aurait été en mode non, je te les retire pas, on sait jamais. Tu vois, ça m'étonnerait un peu. Et du coup, c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un truc depuis le début que Dana sait, que Ali Abdelaziz sait, que Khabib a laissé planer le doute, tu vois. Moi, je pense qu'il temporise un peu. Je pense qu'il temporise un petit peu. Mais en tout cas, l'argent sera très important. Et d'ailleurs, par rapport à ça, le côté financier sera très important. Et ce qui est un point où là, on n'en avait pas du tout parlé, et j'ai eu cette révélation là hier pour en avoir discuté avec des combattants. C'est vrai que pour Conor McGregor aussi, qui fait son retour à Abu Dhabi et non à Las Vegas, on en avait brièvement parlé avec Rost en off, mais ça change aussi énormément de choses. C'est vrai que pour Khabib aussi, ça changeait beaucoup de choses. C'est qu'à Abu Dhabi, il n'y a pas de taxes, messieurs, dames. Ce qui fait que quand, par exemple, vous combattez à Las Vegas et que certes, par exemple, McGregor repart avec 30 millions de dollars, 20 millions de dollars, grosso modo, il est obligé de donner la moitié. Enfin, non, on est à 30 ou 40%, quoi. Donc, assez loin de la moitié. Mais voilà, là, à Las Vegas, quand l'UFC le paye 10, 20 millions de dollars, ou peu importe en fonction du pay-per-view, il repart avec toute cette somme d'argent. Et ce qui fait que là, en fait, je pense à mon avis... Abu Dhabi. À Abu Dhabi, oui. Pardon, à Abu Dhabi. Et ce qui fait que là, à mon avis, certes, il va gagner un petit peu moins que lorsqu'il est à Las Vegas parce qu'il n'y a pas le public, parce que je pense que l'UFC se sont dit, écoute, on gagne un petit peu moins d'argent avec la billetterie, donc c'est un peu plus compliqué. Mais d'un autre côté, comme il n'y a pas du tout cet aspect taxe, il va repartir paradoxalement avec plus d'argent que lorsqu'il combat à Las Vegas. Et pour ça, moi aussi, ça change. Enfin, je disais que ça changeait beaucoup de choses, dans le sens où, dans la potentialité d'un combat entre Khabib et Conor, s'ils le font, un à Abu Dhabi, 2, tu vois, t'attends la fin de l'année avec le public. Je pense que les Irlandais, c'est pas plus facile, mais tu vois, entre aller à Las Vegas, se taper le voyage Dublin-Las Vegas ou Dublin-Abu Dhabi, c'est quasiment plus facile d'aller à Abu Dhabi. En plus, au niveau du décalage horaire, c'est même mieux d'être à Abu Dhabi, donc tu es sûr qu'il y aura plein de public. Pour Khabib, le public qui soutient Khabib, c'est aussi beaucoup plus facile pour eux, notamment les Russes, d'entrer à Abu Dhabi parce qu'ils n'ont pas besoin de visa, contrairement aux Russes qui souhaitent voyager aux États-Unis. Donc, quasiment toutes les cases sont cochées pour faire le combat aux Émirats Arabes Unis. En plus, là, dans une situation où l'UFC aujourd'hui a l'habitude d'organiser ces événements ici, financièrement pour tout le monde, c'est parfait, et tu t'assures qu'il y ait du public. À cela, et ajoutons que maintenant, il y a l'Etihad Arena qui vient juste d'être terminé et où il y aura le fameux combat Conor McGregor contre Dustin Poirier, une salle de 18 000 places. Donc ça fait quand même beaucoup de cases cochées et surtout dans un endroit qui sera favorable à Khabib, ça aussi. Dernier point, ce qui est en plus, important. Et puis c'est vrai que déjà, donc l'Etihad Arena, là pour Conor, apparemment, d'après ce que j'ai vu, il y aura 2000 places de mise en jeu, c'est ça? Ouais. Avec et chaque place est à minimum $700, c'est ça aussi? Non, pas du tout, non, c'est pas cher. Non. Pour le coup, c'est pas cher. Non. Attends, mais j'avais vu ça. Moi, j'avais vu ça dans un article. Les gens. J'ai vu ça sur Internet. Les gens ont mal fait leur boulot parce que j'étais sur Ticketmaster. Attends, c'était sur MMA Fighting, je crois. Bravo MMA Fighting. Non, je pense que c'était le maximum parce que moi j'étais sur Ticketmaster et en gros les places les moins chères coûtaient. D'ailleurs, les gens, il y a eu quelques réactions sur notre Twitter par rapport à ça où les gens trouvaient que c'était cher alors que non, ça coûte vraiment pas cher. Les places les moins chères pour voir Conor McGregor, c'était $184 et honnêtement, c'est rien. À Las Vegas, c'est minimum $350 pour voir Conor McGregor. Donc franchement, c'était pas cher. Et les places par contre, mais c'était les places les meilleures places qui étaient dans le carré VIP ou un truc comme ça, qui étaient dans l'espèce de pas carré VIP, comment ça s'appelle le machin or ou je sais pas trop quoi. Ouais. Bref. Et c'est celle-là qui était à 1000 € ou 700. Mais pareil, à Las Vegas, pour $700 quand Conor McGregor combat, vous êtes à peine au milieu. Donc honnêtement, c'était pas très très cher. Ouais, c'est vrai. Écoute, j'ai dû regarder un article qui a été pas mis à jour et donc autant pour moi, mauvais travail. Mais en tout cas, c'est vrai que de toute façon, ce qui est sûr, c'est que il y aura du public, public qui sera potentiellement aussi, comparé à lorsque c'est aux États-Unis, en majorité favorable à Khabib. Et puis,
il y a quand même un dernier point, il faut qu'on en parle aussi, c'est que Khabib lui-même a dit dans une interview récemment là, que en fait l'argent c'est quand même pas mal et Il aime que le en fait cheese. bon il aime quand même l'argent un petit peu et il a dit pour 100 millions on peut discuter. Ouais. Donc en fait malgré tout donc ça sort de la bouche de Khabib, si vraiment ils mettent ce qu'il faut sur la table c'est faisable. C'est de toute façon pour Khabib c'est tout bénef parce que il y a le 30-0 qu'a toujours voulu Abdulmanap. En plus Ouais. de ça, il se fait des mallettes remplies de millions de dollars. Ça pourrait, ça peut se faire. Ouais, non, complètement. Non, moi, vraiment, pour ma part, j'exclus vraiment pas un retour de Khabib pour un seul combat. Parce que, Ouais, maintenant moi non plus. Maintenant que je l'ai entendu dire ça, moi non plus. oui, oui, franchement, tu vois, tu as cet aspect financier, tu as aussi le côté, quand même, mine de rien, émotionnel qui sera un petit peu retombé malgré tout. Tu reprendras un semblant de normalité autour de tout ça. Et voilà, là, on le sait aujourd'hui, tu vois, ce serait juste pour un combat, ensuite ça se termine. Et puis même pour l'UFC, je pense que au-delà même de l'argent, tu vois, tu as quand même cette volonté, je vais pas dire d'honorer Khabib, mais tu vois, quand tu as une star comme ça qui fait son dernier combat, par exemple Daniel Cormier contre Stipe Miocic, ok, il a perdu, mais tout le monde savait que c'était son dernier, donc tu lui permets d'avoir une vraie belle sortie, où en gros, tu as les interviews qui sont en mode, vous avez fait une carrière de ouf et tout, l'UFC qui met les petits plats dans les grands pour d'ici. Enfin, pour moi, c'est aussi important quand tu as un mec comme ça qui part à la retraite ou qui va faire son dernier combat, que tout le monde un peu soit au courant et que tu aies quand même ce côté, on en profite parce qu'on sait que c'est son dernier. Là, contre Dustin Gaethje, tout le monde a été pris de court, et même l'UFC. C'est pour ça que nous, quand on y était, l'ambiance était hyper bizarre parce que tout le monde était en mode, oh merde, c'est la dernière fois. Et personne n'avait traité ce combat-là. Tout le monde, et c'est ça qui était assez marrant d'ailleurs, c'est que ce combat-là, c'était juste le combat avant le 30-0 où on savait que ça allait être énorme. Dans notre tête, c'était juste, il y a le 30-0 qui arrive, c'est soit JSP, soit contre Connor, ça va être énorme. Et donc finalement, on avait presque oublié ce combat-là et c'était juste l'équivalent de quand en boxe, il y a des gars qui affrontent des challengers obligatoires, si vous voulez. Alors que là, en l'espace d'une déclaration, on est passé de un combat parmi tant d'autres à oh putain de merde, on est en train de vivre un truc complètement historique et voilà le Ouais. départ d'un géant. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'à mon avis, l'UFC a envie qu'ils reviennent une dernière fois pour dire on t'apprécie quand même bien et on veut te montrer que tu comptais énormément pour la boîte. Ouais, puis c'est vrai que même, alors bien sûr, je sais pas ça, je sais pas si c'est un truc qui est un des facteurs déterminants pour Khabib, ça je sais pas, mais même pour les fans en fait, parce que c'est vrai Ouais. que nous les Oui, premiers en fait, sans on a public, c'est été, vrai aussi. mais ouais, sans public, et puis même le fait de entre guillemets de prendre les fans court comme ça, parce que comment dire, nous, en tant que fans, on a aussi envie que ce soit une fête. Le dernier combat de Khabib, on a envie que ce soit quelque chose d'extraordinaire. On a envie de pouvoir le célébrer correctement. Et là, c'est vrai qu'on a tellement eu l'herbe coupée sous le pied, on a tellement été. Ça nous a. Comment dire, l'acte émotionnel, il a été tellement, tellement minime comparé à ce que ça aurait pu être qu'en tant que fan, c'est quand même un peu frustrant. Donc, c'est vrai que je sais, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je pense effectivement aussi qu'on va peut-être se diriger lentement mais sûrement vers un retour de Khabib pour le dernier, quoi. Est-ce que tu penses finalement que Khabib, ce que tu veux dire en fait, c'est qu'il a trahi son public, c'est ça? Bref, Truc horrible. donc voilà, en tout cas, affaire à suivre pour Khabib Nurmagomedov. Vivement, en tout cas, qu'il y ait une réponse claire et précise. Maintenant, on va passer aux autres actus, les actus un petit peu plus exotiques. Et quand on parle d'exotisme, bien évidemment, on parle du combat entre Rug et Alain Ngalani qui se profile pour le 22 janvier prochain. Mais là, voilà, aberration totale. Il a lieu le 22 janvier prochain au One FC, début au One FC de Rug, mais sera diffusé seulement le 29 janvier, exactement comme lorsque nous avions interviewé notre Lyonnais. Non, 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 non. Boxer taille, Oui, Fabio Pinca. Fabio Pinca, exactement, qui avait fait ses débuts. Et en gros, on l'avait eu juste après le combat, juste après son combat, mais il fallait pas en parler parce que la diffusion avait lieu une semaine après. Enfin, rendez-vous contre le ONE FC qui se Ouais. veut être la meilleure organisation du monde et puis qui est, pour le coup, un top 3 mondial. Les combats ne sont pas diffusés en direct, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir une hype pour un truc comme ça dans ces conditions-là. En tout cas, bref, le 22 janvier prochain, donc la semaine prochaine finalement, c'est Rug
Deuxième combat de MMA après ce qu'il avait fait à Arès contre Sofiane Boukishou. Il avait impressionné tout le monde contre Alain Ngalani. Bon, personnellement, moi, je ne m'enflamme pas trop. Ça va surtout faire de belles photos et puis ça va être, on va dire, pour l'histoire. Pour l'histoire, ça va être pas mal comme combat. Mais sinon, tu vois, on va dire sportivement, je trouve, moi, pour ma part, qu'il n'y a pas vraiment de challenge pour Grog. Et je trouve même que c'est mieux que ce qui était prévu initialement contre un des très très grands Jiu-Jitsu. J'ai presque envie de dire oui. Almeida, oui, c'est ça, Marcus Almeida. Ricardo Voilà. Almeida. Donc, qui faisait lui aussi ses débuts au NFC. Ah, c'est vrai que là, clairement, Ricardo Almeida, ça aurait vraiment eu quelque chose d'intéressant. Parce que, c'était chaud. En fait, c'était chaud, et puis tu te tirais une balle dans le pied pour le coup pour l'ONFC. Parce que tu as deux superstars comme ça. Oui, non, c'est vas sûr. pas les faire perdre aussitôt. Non, là, de toute façon, c'est clair que avec une affiche comme ça, le but, il n'y a pas photo, c'est juste de faire le match-up, un freak show en fait, le combat le plus spectaculaire possible pour qu'il y ait les photos les plus incroyables. C'est un replay qui va tourner sur la chaîne YouTube du ONE FC sponsorisé pendant des années ensuite, parce que c'est déjà le cas avec Alain Ngalani. C'est vrai que perso, je dois être parmi la cible, effectivement. Donc le combat Alain Ngalani versus c'est un japonais lutteur. Je le vois, mais peut-être 2 fois par semaine passer sur mon YouTube. Donc voilà, ça va régaler le ONE FC, ça va faire des millions de vues lorsqu'ils vont booster les vidéos. Enfin, je comprends, tu vois. Mais c'est clair que sportivement, par contre, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Mais t'aurais pas préféré justement. Moi, tu vois, pour le coup, un mec comme Alain Ngalani, je veux qu'il reste au ONE FC, je veux qu'il continue de combattre, mais uniquement comme ce qui était discuté récemment, c'était Alain Ngalani contre Vitor Belfort. Tu vois, ce genre de combat où c'est des combats champagne. Là, je trouve que c'est un peu dommage pour Grog, qui est déjà un véritable phénomène physique, 1m93, 120 kg, qui est obligé de cutter pour justement faire le poids en heavyweight, mais qui est quand même, tu vois, où sportivement, il y a quand même des petites choses. C'est un peu dommage, je trouve, de le réduire au côté freak show, alors que potentiellement, sportivement, tu peux vraiment en faire quelqu'un de légitime. Et là, avec Alain Ngalani, c'est un petit peu dommage. Mais après, d'un autre côté, s'il bat Alain Ngalani, et effectivement, le match-up est probablement favorable quand même. S'il bat Alain Ngalani, après, l'avantage, c'est qu'en poids lourd au ONE FC, si tu veux rester sur des noms, après, tu es obligé de lui mettre du coup soit Vitor Belfort, soit tu lui mets contre Aung Lan Sang, qui est un middleweight, mais qui monte en heavyweight s'il le faut. Ou soit Vitor Belfort, oui, j'ai déjà dit, je crois, ou Brandon Vera, tu vois. Mais voilà, du coup, bien, c'est qu'une fois s'il bat Alain Ngalani, après, tu n'as pas le choix que de le mettre un nom qui proposera un challenge sportif peut-être un peu plus important. Parce qu'Alain Ngalani, quand même, c'est vrai, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être un des phénomènes physiques les plus dingues qui existent sur cette planète. Alors, il a 45 ans. Il a 45 ans. Il fait 109 kilos. Alors là, et il fait 1m80. Normalement, avec ces 3 données-là, 1m80, 45 ans, 109 kilos, ce que vous visualisez, c'est grosso modo un cube, nourri au menu Maxi Best of Plus et incapable de mettre un pied devant l'autre et facile à rouler qu'à porter. Et en fait, non. Alain Ngalani, c'est un mec, il a un physique. C'est grosso modo un jeu vidéo, mais en fait, on dit toujours que Yoel Romero, c'est un mec de comic book. Alain Ngalani, c'est vraiment un mec de comic book. C'est-à-dire parfait au niveau physique, au niveau des muscles, de la définition et tout, et poussé encore un peu plus, tu vois. Et toutes les jauges à la perfection, et en fait, ils ont poussé encore un peu plus loin. Après, est-ce que ça se transforme en un combattant de calibre international? Non, bien sûr. C'est un mec qui vient du pied-point, Alain Ngalani, mais il est pas. Il a jamais été très loin dans sa carrière de combattant et il est plus connu pour son physique. Oui, et puis ses vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, que pour ses compétences martiales, mais au moins c'est un phénomène planétaire dans le monde du MMA, et combattre Alain Ngalani, t'es sûr que ça va faire la une, quoi. Exactement. Bien, mon cher host, on va passer à la dernière actu qui concerne notre cher Stephen Wonderboy Thompson,
qui a dit I'm gonna have that belt around my waist in 2021. Donc je vais avoir la ceinture autour de ma taille en 2021. Notre cher Wonderboy, donc 37 piges, hein, pour lui, 2021 sera son année. Après, il est vrai, mine de rien, il a deux belles victoires contre Jeff Neal et Vincente Luque. Mais bon, là, le problème pour lui, c'est que au regard de son âge, son ranking et la série de victoires qu'il a, il va s'attaquer au top du top de la catégorie welterweight, et le top du top de la catégorie welterweight ne lui est pas favorable sur le papier. Et en plus, je pense aussi, et ça c'est dur, hein, mais je pense que l'UFC a plus envie en fait de l'aider à monter. Donc ils vont le laisser dans les tranchées pendant un petit moment. Donc clairement, title shot en 2021, quasi impossible. Surtout qu'il y a du monde qui tape quand même salement dans cette catégorie. Et puis ensuite, le temps va jouer contre lui, tu vois, parce que déjà 37 piges là, après ça devient compliqué, hein, je trouve. C'est vrai. Après, heureusement qu'il a quand même un style qui repose quand même beaucoup sur la technique. Donc du coup, ça peut vieillir, ça peut bien vieillir, mais malgré tout, en fait, je pense que surtout là où tu as mis le doigt dessus, c'est que l'UFC n'a pas envie de le faire monter. Et je pense que ça va jouer à ça, en fait. Ouais. Parce qu'il a 37 ans, il a déjà eu ses title shots. Deux title shots, il ne les a pas eus. Il est connu, alors c'est peut-être ce qui peut le sauver et l'aider dans son chemin vers un nouveau title shot, c'est que par contre, il est quand même très médiatique. Il a fait énormément de trucs avec GQ qui ont fait des millions de vues, il a sa propre chaîne YouTube qui marche bien, et ça, c'est quelque chose que rend l'UFC. Mais est-ce qu'il vend des pay-per-view? C'est pas sûr. Et puis, est-ce que l'UFC a envie d'avoir un champion qui probablement ne défendra pas beaucoup sa ceinture et qui ne représente pas forcément l'avenir? C'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment. C'est ça, non, pour moi, ça peut se jouer. La seul moyen que ça fonctionne, tu vois, c'est concours de circonstances, short notice, du genre, tu vois, Masvidal contre Colby Covington, l'UFC book ce combat-là, ils l'attendent de ouf, Covington se blesse, et là, ils sont en mode, putain, il faut qu'on trouve un mec en short notice. Là, lui, il arrive, pourquoi? Parce que Stephen Wonderboy, c'est le mec le plus poli, le plus machin, donc ils font un espèce de truc entre le bad motherfucker et le nice motherfucker. Enfin, non, c'est même pas nice motherfucker, je sais pas comment ils l'ont appelé, enfin bref, en gros, les opposés complets. Il bat Masvidal, qu'il a déjà battu, et c'est vrai que pour Masvidal, qui veut d'ailleurs ce combat aussi, donc je pense que ce serait plus facile aussi de mettre ça en place, même si là, il n'y a pas de traction, on va dire, financière autour de ça. Vous faites la revanche entre les deux, il peut potentiellement battre Masvidal, et là, je pense que c'est reparti. Enfin, c'est reparti dans le sens, tu viens de battre Masvidal dans un combat qui a été regardé par énormément de gens, tu peux te dire, bah tu vois, je fais un combat contre Leon Edwards, ou contre le numéro 2, ou contre je sais pas trop quoi, et là, l'UFC se retrouve un peu coincé, parce que t'as enchaîné 2 victoires contre des mecs du top 5, et bon, à part te filer le title shot, ils peuvent pas faire grand-chose, surtout que là, tu as le public derrière toi. Mais je pense que ce sera pas le premier choix de l'UFC, et il faut en plus que Wonderboy, qui est pas non plus réputé pour être le mec le plus, je vais pas dire offensif, mais dans le sens, quand je dis offensif, c'est plus dans ses choix, mais tu vois, de faire des short notice ou des trucs comme ça, quoi. Donc, ça va être très très compliqué pour lui, je pense. Voilà mon cher monsieur. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. On dit qu'on se retrouve très rapidement pour de prochaines aventures. Bah, grave, hein. Grave. Allez. Big shout out à my protein. Moins 42% sur tout my protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom. J'ai le gros sac Venom qui est juste ouf. Allez, on va vous montrer. Le gros sac Venom qui est juste là. Eh ouais, that's some heavy bags right there. Et donc, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, mon cher Rust. Ouais. Peace. I'm fucking coming for you!